La géo-ingénierie permet de désigner une certaine dynamique technosolutionniste qui permet au marché et aux élites dirigeantes de poursuivre comme si les changements climatiques n'existaient pas. On peut même dire que la médiatisation et la promotion des techniques d'extraction du carbone ont grandement contribué au retard d'atténuation qui ont été pris les 20 dernières années. Sauf que ces technologies ne sont toujours pas matures. L'idée, c'est de balancer des substances chimiques. Donc encore une fois, soit les océans, soit dans les nuages, soit dans l'atmosphère. Et là, on a des risques sanitaires très forts. Le risque que le soufre retombe sous forme de pluie acide. Enfin voilà, des choses pas très sympathiques. Ça, c'est un vrai sujet de recherche en relations internationales. C'est l'hypothèse de la contre-géo-ingénierie. Une fois que un État a mis entre guillemets la planète sous respirateur artificiel, on peut plus rien lui faire. C'est même une forme de dissuasion parce que cette puissance peut à tout moment dire j'éteins le bouton et puis la hausse de température que j'ai masquée pendant tant d'années, vous allez vous la reprendre dans la figure en très peu de temps. Aujourd'hui, nous allons parler de géo-ingénierie. Ce sujet qui n'était autrefois vu que comme un projet d'apprenti sorcier est aujourd'hui présent dans tous les plans climatiques gouvernementaux. Mais comment la géo-ingénierie s'est infiltrée dans les sphères politiques et que cache réellement ce concept ? Quels sont concrètement les projets de géo-ingénierie ? Sont-ils vraiment viables, fiables, réalisables et à quel point ils nous exposent à des risques ? Entre fuite en avant, technosolutionnisme et enjeux géopolitiques, quelles intentions motivent réellement la géo-ingénierie ? Vous êtes sur le podcast Circular Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Marine de Guillemot-Weber. Marine est docteure en sciences de l'information et de la communication, chercheuse de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et directrice scientifique de l'Observatoire Défense et Climat. Elle est l'autrice de différents ouvrages dont Le Grand Retournement et la géopolitique des nuages. Voilà. Bonjour Marine, bienvenue au podcast. Bonjour, merci. Comme on disait, c'est un sujet qui, on pensait, était un peu un sujet sous le tapis, sujet d'experts, sujet de fous, de savants fous. Mais au final, on voit que c'est infiltré dans le GIEC, un peu partout. On parle de géo-ingénierie, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Tu me disais que toi, tu utilises une définition qui date de 2009, qui a 3 piliers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est une définition qu'on peut trouver par exemple dans le rapport de la Royal Society de 2009, qui est aussi utilisé par David Kiss, l'un des grands pontes de la géo-ingénierie. Et donc les 3 piliers, c'est globalement une modification de l'environnement qui doit être en premier lieu intentionnel. Par exemple, les changements climatiques, c'est une modification de l'environnement, mais ça n'est pas intentionnel, donc ça ne rentre pas dans le scope de la géo-ingénierie. Le deuxième point, c'est que ça doit être à assez grande échelle, donc au moins à l'échelle d'une région du monde. Donc si on prend un autre exemple, quand on jardine, on va faire une modification intentionnelle de l'environnement, mais ça n'est pas à très grande échelle, donc on ne parle pas non plus de géo-ingénierie. Et puis il y a un dernier pilier qui est plutôt fonctionnel, c'est-à-dire que l'objectif de ces techniques, ça va être d'atténuer les changements climatiques, mais dans un sens, on parle pas d'atténuation classique, de réduction des émissions, c'est vraiment, on va essayer de réduire les effets des changements climatiques ou bien les masquer. Je me demande aussi, donc tout ce qui est naturel, renaturation, reforestation à grande échelle, est-ce que ça rentre dans la géo-ingénierie ou pas ? Oui, tout à fait. En fait, ce sont des techniques, généralement dans la géo-ingénierie, on va aussi dissocier les techniques basées sur la nature. Et donc là, on entre un peu dans ce cadre-là. Et puis des techniques plus industrielles, plus fondées en fait sur des développements, des innovations technologiques. Mais à partir du moment où on va exercer vraiment une modification à très grande échelle, le but étant d'avoir un effet sur le système atmosphérique dans sa globalité, là on va parler de géo-ingénierie. Donc quand on cherche à reforester vraiment à très grande échelle pour retirer une partie du carbone qui est présent dans l'atmosphère, là on peut parler de géo-ingénierie, oui. Donc tu as parlé les solutions fondées sur la nature, Nature-Based Solutions, et après il y a 2 grosses catégories, si je comprends bien, de géo-ingénierie. Tout à fait. Donc une première catégorie qui est déjà normalisée depuis un certain temps, dont on parle
parfois on n'utilise même plus le terme géo-ingénierie pour les qualifier tellement elles sont banales. Ce sont des techniques d'extraction du dioxyde de carbone qui est déjà présent dans l'atmosphère. Donc dans ce cas de figure, on ne cherche pas à empêcher le dioxyde de carbone de rejoindre l'atmosphère, on cherche à le retirer a posteriori. Et donc là, il va y avoir toute une diversité de techniques fondées donc soit sur la volonté d'augmenter la capacité des océans à absorber le carbone. On peut vouloir aussi augmenter la capacité des sols ou de la végétation à absorber le carbone, et là la reforestation en fait partie. Et puis on va avoir des techniques un peu plus industrielles, notamment ce qu'on appelle la capture directe du carbone, où là ce sont des grosses usines qui filtrent, en fait qui absorbent l'air ambiant, qui le filtrent et puis qui le rejettent en le délestant d'une partie du dioxyde de carbone. Donc première gamme de techniques de géo-ingénierie, et la deuxième qui commence à être normalisée un peu, mais qui continue de faire un peu peur, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie solaire. Un terme un peu plus technique qui est utilisé par les milieux scientifiques, c'est la modification du bilan radiatif. Donc l'idée, c'est de changer un peu l'équilibre entre l'énergie qui sort de la Terre et l'énergie qui rentre dans l'atmosphère. Et la plupart de ces techniques sont fondées en fait sur un concept simple qui est l'augmentation de la part de rayonnement solaire qui est renvoyée vers l'espace. Donc soit pareil en rendant les océans un peu plus réfléchissants, en rendant les nuages un peu plus réfléchissants, en rajoutant des particules réfléchissantes dans l'atmosphère. Et puis il y a des techniques un peu plus on va dire évocatrices de scénarios de science-fiction, avec d'énormes miroirs qu'on mettrait en orbite dans l'espace pour intercepter le rayonnement solaire avant même qu'il entre dans l'atmosphère. Mais comme tu dis, enfin la gamme est quand même très large. Et quand on parle de géo-ingénierie, on s'imagine d'une ou d'un scientifique blouse blanche avec une seringue en train de la mettre sur une planète pour changer quelque chose. Donc quand tu dis par exemple les sols ou quelque chose comme ça, on a l'impression que c'est plutôt de la permaculture versus l'autre, c'est beaucoup plus technique, technologique, où il y a besoin de beaucoup de recherche. Donc j'imagine que dans cette gamme-là, toute géo-ingénierie n'est pas égale en termes de process technologiques, mais aussi de potentiel impact, comme on va le voir plus tard, quoi. Oui, tout à fait. On a effectivement des propositions de géo-ingénierie qui sont effectivement fondées sur soit la restauration d'écosystèmes. Enfin, l'idée, c'est que vraiment ça entre dans la perspective de la géo-ingénierie quand on est dans une vision à très long terme et globale de réparation de l'atmosphère, avec tout un panel de solutions différentes, mais certaines de ces solutions sont effectivement moins problématiques que d'autres. Ce qu'il y a derrière ce terme, et d'ailleurs c'est un point intéressant que tu soulèves, parce qu'il y a des débats assez intenses au sein de la communauté scientifique normalement sur le terme même de géo-ingénierie. Effectivement, comment est-ce qu'on peut mettre dans dans un même panier les miroirs spatiaux, la reforestation, et ce qui est intéressant, c'est que alors il y a d'une part des gens qui vont dire ça n'a aucun sens, il faut appeler les choses par leur nom plus spécifiquement, donc modification du bilan radiatif, reforestation, etc. Et puis d'autres personnes qui vont dire, mais ce qui est intéressant avec ce terme de géo-ingénierie, même si structurellement il est, scientifiquement il est bancal, c'est qu'il permet de politiser tout un ensemble de techniques qui offrent une solution alternative à celle de l'atténuation. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de pointer des projets qui sont parfois valables, mais entrent dans une dynamique générale où on donne un peu de l'espoir, un espoir technosolutionniste, et on nous dit bon, c'est pas grave si on n'est pas tout à fait au point sur la réduction des émissions, on va reforester massivement et donc on va rééquilibrer les choses. Et même la reforestation d'ailleurs, qui est un projet à la base qu'on pourrait considéré comme tout à fait louable. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des États qui se fondent là-dessus dans leurs engagements nationaux vont faire des promesses complètement hallucinantes et qui n'ont aucune cohérence, par exemple, avec leur capacité territoriale. On va avoir des États qui vont proposer d'absorber par de la reforestation 150%, sur la base de 150% de leur territoire. Donc l'idée, c'est
c'est que la géo-ingénierie, ce terme-là permet non pas tant de désigner cet ensemble disparate de techniques que de désigner une certaine dynamique technosolutionniste qui permet au marché et aux élites dirigeantes de poursuivre comme si les changements climatiques n'existaient pas. C'est vraiment ça la fonction politique de ce terme, mais encore une fois, il est très contestable sur le plan scientifique. Qui sont les géo-ingénieurs ? Enfin, quel est le métier de cette personne-là ? D'où est-ce que ça vient ? Comment, quelles sont les institutions derrière ça ? Enfin, d'où ça vient tout ça ? Oui, alors nous, dans notre ouvrage avec Rémi, on a utilisé ce terme de géo-ingénieur pour qualifier spécifiquement les promoteurs très actifs des techniques de géo-ingénierie, pour les raisons qu'on soulignait avant, pour préserver certains intérêts économiques, certains intérêts politiques. Et ça, c'est les lobbyistes, les voilà, compagnies pétrolières, enfin... Alors, les compagnies pétrolières, elles vont effectivement être très actives dans la promotion de l'élimination l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. On va un peu moins les retrouver sur le plan de la géo-ingénierie solaire. Là, on va avoir pas mal de personnes qui promeuvent ça et qui sont issues... en fait, ça va être surtout des grands philanthropes, donc très très riches, américains du milieu de la tech. Par exemple, dans les principaux financeurs et promoteurs de la géo-ingénierie solaire, on a Bill Gates, qui est aussi par ailleurs très actif dans la promotion de l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc on a ce genre de profil. Et on va avoir aussi parfois des physiciens de l'atmosphère ou des ingénieurs qui sont un peu désespérés par la tournure que prennent les choses sur le plan politique et vont aussi s'engager dans la promotion très active de ces techniques-là. Mais il faut quand même différencier ce noyau dur de géo-ingénieurs qui est peut-être réductible à 150 personnes dans le monde. On est vraiment sur une portion très faible de la population et généralement ce sont des hommes blancs, donc soit américains, soit britanniques. Et puis il faut les dissocier de la communauté de recherche qui travaille sur la géo-ingénierie, soit pour modéliser les effets que ça aurait sur le système atmosphérique, ou pour travailler aussi en sciences sociales sur tous les aspects de gouvernance associés. Et là, il y a une communauté, un vivier plus vif, plus large de chercheurs qui parfois se font aussi alpaguer parce qu'on les assimile à la promotion de la géo-ingénierie. Mais en France, on a des personnes qui travaillent à la modélisation de certaines techniques de géo-ingénierie, mais qui ne promeuvent aucunement ces techniques. Sur papier, t'es une géo-ingénieure du coup ? Moi ? Oui. Non, parce que je suis pas active dans la promotion. Et mais dans le côté scientifique, comme je fais partie de groupes de chercheurs qui essayent d'anticiper les enjeux de gouvernance, je travaille sur la géo-ingénierie. Ouais. Ouais, c'est assez dur de comprendre, oui. C'est très dur et il y a des dilemmes moraux extrêmement forts à cet endroit. Parce qu'il y a aussi des débats entre les scientifiques qui considèrent qu'il faut absolument faire de la recherche sur le sujet pour plein de raisons différentes, pour anticiper les risques, pour aussi avoir une place dans la diplomatie internationale parce qu'on sait que c'est un sujet qui va devenir majeur. Et donc, par exemple, si la France n'a pas un vivier de chercheurs qui sont en mesure de donner des éléments tangibles, la France ne va pas, par exemple, pouvoir se positionner dans les négociations internationales sur le sujet. Alors que la France est plutôt réservée comparée à des puissances qui sont très, très actives dans la promotion de la géo-ingénierie, je pense aux États-Unis. Et donc, il y a une partie des chercheurs qui vont dire il faut qu'on travaille dessus, sinon on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la figure. Et d'autres qui disent non, il faut surtout pas travailler dessus. Et ça, c'est l'argument de la pente glissante. C'est-à-dire, on ouvre la boîte de Pandore. Ouais, une fois qu'on a commencé à faire de la recherche, on a des connaissances qui nous permettent d'aller plus loin. Et donc, il y a ce débat-là qui est extrêmement difficile, je trouve, et sur lequel, parfois, on change d'avis du jour au lendemain. Moi, parfois, je me dis, mais il faut arrêter de travailler là-dessus. Et le lendemain, mince, si les États-Unis font ça, il faut bien qu'on sache ce qui... Enfin, voilà, c'est très compliqué, moralement. Ouais. Oui, j'imagine que les mêmes discussions pourraient se faire pour l'IA, pour les OGM, pour pas mal de choses et que je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on ouvre la boîte de Pandore ? Est-ce qu'elle est déjà ouverte ? Est-ce que elle peut s'ouvrir encore plus demain ? Enfin, est-ce que juste en disant le mot, ça va, on amplifie le message ? Enfin, Tout à fait. Il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire faire des recherches sur le sujet, c'est une chose, mais est-ce que le médiatiser
ça va pas aussi participer de ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire que quand on offre aux dirigeants ou en tout cas quand on sous-entend, quand on évoque auprès soit des dirigeants, soit de la population l'existence d'une autre solution possible, forcément les efforts d'atténuation vont se réduire. Donc il y a non seulement l'enjeu de la recherche, mais aussi de la médiatisation. Mais sur cet enjeu de la recherche, ce que j'aime bien, c'est la formule que Roland Seferian a souvent. Donc c'est un modélisateur rattaché au CNRS qui travaille beaucoup sur la géo-ingénierie et qui dit souvent moi je travaille sur la géo-ingénierie comme certains scientifiques, certains médecins travaillent sur le cancer du poumon. Donc voilà, il y a vraiment une grande variété de positionnements sur la question et ce serait intéressant aussi d'avoir un débat public parce que pour l'instant on a surtout un débat scientifique. Au fait, on fait souvent ce rapprochement par rapport aux climato-sceptiques et des personnes qui sont des expertes du climat. Est-ce qu'on devrait avoir les deux personnes alors qu'on sait qu'à 99, si pas 100%, il y a une convergence scientifique par rapport à l'effet anthropique sur le réchauffement climatique. Donc souvent on dit oui, mais toute opinion doit être respectée, machin truc, alors que bon... Enfin, est-ce qu'avec la géo-ingénierie, c'est la même chose? On va introduire de manière comme si c'était égal l'importance de l'intégrer dans le débat des solutions à apporter pour diminuer l'effet de l'impact climatique. Et voilà, est-ce que c'est cette normalisation-là, au final, qui est la plus douloureuse, l'ouverture de la fenêtre d'Overton, au final, qui est la plus... C'est une question compliquée. Je dirais que le problème principal, enfin l'un des problèmes principaux, c'est la manière dont on traite l'information. C'est-à-dire quand on amène la géo-ingénierie sur la table et qu'on en parle auprès du grand public, il y a plein de manières différentes d'en parler. Quand on regarde un peu ce qui se fait dans les médias français, on va avoir souvent deux extrêmes. Soit un extrême, on va dire, en tout cas une littérature médiatique très critique qui va dire tout de suite c'est du technosolutionnisme, voilà, c'est de l'hubris, il faut surtout pas y aller. Et de l'autre côté, on va avoir des descriptions un peu plus enthousiastes avec des journaux qui titrent on a trouvé la solution pour le climat, c'est génial. Et donc je trouve qu'on a un emballement médiatique qui est déjà pas forcément fondé sur l'état de la recherche, de la littérature scientifique sur la question. Et donc ce serait intéressant de faire dialoguer un peu plus des personnes qui viennent des médias, des personnes qui viennent de la recherche scientifique, pour vraiment expliquer les nuances du sujet, parce qu'il y en a plein. Et il y a cette question aussi tu parlais des personnes qui, un peu, on va dire des sphères conspirationnistes. Ça, c'est un gros sujet pour le débat public sur la géo-ingénierie, parce que aujourd'hui, si on regarde, par exemple, on va un peu sur les réseaux sociaux, je pense que j'exagère pas quand je dis que 80% des propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux sont des propos conspirationnistes. J'entends les propos sur la géo-ingénierie qui vont parler de chemtrails, le fait que donc tu sais ces traînées c'est l'idée que certaines traînées de condensation laissées par des avions sont en fait chargées de produits chimiques à des fins politiques obscures. Donc par exemple, il va y avoir certaines théories qui disent que des dirigeants veulent dépeupler, donc éliminer une partie de la population. D'autres vont dire que ce sont ces traînées d'avions, enfin ces traînées de produits chimiques qui simulent les effets des changements climatiques pour créer tout un marché sur la base de l'anxiété climatique. Et donc on a ces personnes-là qui animent la grande majorité du débat sur la géo-ingénierie, mais qui sont complètement à côté du régime de factualité, tout en soulevant des préoccupations démocratiques très intéressantes, parce que on va retrouver dans leur discours la crainte que des élites prennent le contrôle du climat, ce qui est exactement en train d'arriver, puisqu'on a un flux de financement qui devrait nous amener vers en fait une mise en œuvre technocratique de la géo-ingénierie sans consensus international. Et donc cette question-là, elle est extrêmement difficile, parce qu'on a toujours affaire à
à des personnes qui sont loin du régime des faits, mais en même temps soulèvent des questions démocratiques. Et il faut qu'on puisse aménager en fait des plateformes de discussion qui leur permettent de s'exprimer sans pour autant nier les faits qui sont quand même consensuels. Et on n'en a pas souvent des consensus en histoire des sciences. Ça c'est quand on a un consensus comme celui qui traite des changements climatiques, on peut pas l'ignorer, quoi. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà, il y a ce besoin de, je pense, de recréer des ponts entre les communautés scientifiques et le grand public. Et ça, on le voit d'autant plus aujourd'hui avec toute cette on va dire cette chasse aux sorcières et la manière dont les scientifiques font aujourd'hui l'objet de véritables purges et d'un traitement médiatique absolument odieux. Donc c'est un gros sujet, effectivement. Oui, comme tu dis, en fait, c'est toujours ça qui est un peu difficile. C'est d'un côté, il y a des inquiétudes à avoir. On va venir sur les risques, on va en venir sur que ça soit les risques d'impérialisme, néo-impérialisme, que ça soit des risques on ne sait pas exactement ce qui va se passer sur le climat. Donc il y a quand même des risques véritables et fondés à avoir. Mais d'un autre côté, ça déplace la discussion en les prenant pour des personnes qui sont conspirationnistes, et du coup ça décrédibilise, et c'est comme si du coup la géo-ingénierie c'est ok. Enfin il y a cette espèce de c'est vu que les personnes, les conspirationnistes disent des bêtises, alors ça veut dire que c'est bon. Alors que c'est pas exactement ça. Ouais, tout à fait. Il faut déplacer le débat, mais et faut savoir aussi que toutes ces théories conspirationnistes font porter aussi de réels risques sur la communauté scientifique qui travaille sur la géo-ingénierie et qui documente les risques. Et ça arrive très souvent que des chercheurs sur le sujet fassent par exemple l'objet de menaces de la part de ces communautés qui vont dire que ce sont des personnes qui manipulent secrètement le climat, qui sont en train de disséminer des produits chimiques au sein de la population pour qui tue en fait les gens, et donc ça en fait ça vient menacer le débat à sa source, puisque ça vient menacer la production d'informations scientifiques fiables. Mais encore une fois, ça on le voit dans plein d'autres domaines. Les scientifiques sont vraiment la cible de menaces directes sur leur personne. Alors non seulement parce que parfois les sujets sont un peu controversés, mais aussi parce qu'on est quand même dans une ère de rejet en fait de l'autorité scientifique. Qui peut parfois miner les débats publics. Ouais. Après, je pense que là on fait une tangente, mais je pense que c'est plutôt de l'autorité tout court, et la science rentre à l'intérieur comme une poupée russe, parce que encore une fois, il y a des choses qui sont fondées, c'est-à-dire que par rapport au chlordécone, par rapport au glyphosate, par rapport à pas mal d'éléments chimiques, il y a cette crainte et qui est véridique, qui a causé des maladies au niveau des populations, au niveau des écosystèmes, etc., etc. Mais encore une fois, maintenant, elle est devenue automatique, ou en tout cas sans méthode pour se dire est-ce que cette information est vraie ou pas, etc., etc. Maintenant, c'est généralisé et il n'y a pas de... Enfin, on ne sait pas si quelque chose est juste, si quelque chose est fausse, qui croire, comment croire cette personne, quel est le modus operandi pour éliminer, entre guillemets, tout ça. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose sur ça. Okay. Par rapport à la normalisation, ou en tout cas cet élément-ci, ce qui m'intéresserait un tout petit peu de parler, ou en tout cas de mentionner avant de partir sur des exemples assez concrets, c'est comment ça a évolué depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, et surtout, peut-être en parallèle de ça, comment les politiques climatiques ont également évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que traditionnellement, on a parlé que d'atténuation, puis on a raté le coche, on va parler d'adaptation également, puis on a raté le coche, donc ça va être élimination du carbone, puis on semble rater le coche et on va parler de géo-ingénierie solaire, ou en tout cas de... Donc, est-ce que je résume ça mal? Est-ce que tu vois ça comme ça? Peux-tu nous donner quelques repères chronologiques par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors, on va dire que dans les années 70, tu citais ça comme premier jalon, on est à la fin d'une ère de la recherche déjà en géo-ingénierie qui est marquée par
le militarisme. C'est-à-dire que depuis les années 40, on fait des recherches de manière de plus en plus massive de plus en plus intensive pour chercher des moyens de plier les conditions atmosphériques aux besoins militaires et notamment aux impératifs de la supériorité opérationnelle. Et donc, on va avoir par exemple à la fin des années 40 la découverte de l'ensemencement des nuages, qui est la principale technique de modification de la météo, que les États-Unis développent pour l'utiliser sur le champ de bataille, pour enliser les développements ennemis. Donc voilà, il y a toute une ère de militarisation qui se calme en fait dans le courant des années 70 parce que on va avoir des scandales publics autour des pratiques militaires. On pourra y revenir si tu en as envie. Et à peu près au même moment, il y a l'émergence de la préoccupation climatique qui vient tout doucement. Et donc on va avoir en fait une récupération d'une partie des recherches en modification du climat, qui étaient jusque-là appréhendées par le prisme vraiment militaire. On va les réinvestir dans une nouvelle perspective, c'est celle de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, dans les années 70, tu vas avoir les premières formulations de ce qu'on appelle vraiment aujourd'hui la géo-ingénierie, c'est-à-dire modification du climat afin de lutter contre les changements climatiques. Et puis dès les débuts de la gouvernance internationale du climat, ce qui est intéressant, c'est que par exemple si on prend le protocole de Kyoto, on a déjà à ce moment-là l'intégration de ce qu'on appelle la comptabilité nette du carbone, c'est-à-dire que lorsque on invite les États à réduire leurs émissions de carbone, il y a déjà l'idée que on peut soustraire à leurs émissions ce qui est absorbé. Alors à l'époque on parle que des puits naturels, c'est-à-dire les États qui ont la chance de jouir d'une grande couverture forestière par exemple, il est prévu qu'ils puissent déduire de leurs émissions ce qui est séquestré donc par ces puits naturels. Et donc dès le début en fait il y a un terreau tout à fait favorable à l'intégration de tout le premier pan de la géo-ingénierie qui est celui de l'extraction du carbone atmosphérique. Parce que ce pan-là de la géo-ingénierie, il s'inscrit dans les mécanismes de comptabilité carbone existants, qui sont en fait inhérents à la gouvernance internationale du climat. Et donc, tout au long des années 90, 2000, on va avoir cette intégration assez rapide et cette normalisation des techniques d'extraction du dioxyde de carbone, qui est vue comme une extension de l'atténuation, et parfois même qui est intégrée à l'atténuation, même si l'atténuation classique, ça reste de ne pas émettre, ou en tout cas d'émettre moins. Et puis effectivement, à partir on va dire de la fin des années 2000 et du tournant des années 2010, je dirais que il y a une sorte de découragement à l'égard des négociations internationales sur le climat. L'atténuation s'essouffle un peu, même s'il y a un regain au moment des accords de Paris. Bon, on sent bien que qu'on est très en retard et que tout à la fois les engagements des États ne suivent absolument pas l'urgence de la situation. Et ça prépare effectivement un terreau fertile à la normalisation de la géo-ingénierie solaire, qui émerge de manière beaucoup plus tardive. On va dire que ça revient sur le devant de la scène. Alors il y a un article de Paul Crutzen qui est très célèbre en 2006 et qui met clairement en avant la géo-ingénierie solaire en disant c'est peut-être notre seule solution en fait, mais au fil des années qui vont suivre, en additionnant les découragements liés au retard pris par l'atténuation, la géo-ingénierie solaire va monter en flèche. Alors on n'est pas encore au même degré de normalisation que l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. C'est encore quelque chose qui est controversé, mais il y a de plus en plus de rapports dans la littérature grise, donc celle des think tanks. On en parle de plus en plus lors des COP. Alors, pour l'instant, c'est encore des événements, des side events, mais ça reste quand même assez marquant. Et puis on a des positionnements politiques de plus en plus favorables à la question. Donc voilà, ça a vraiment pris cette trajectoire-là, et là, aujourd'hui, donc en 2025, on se rend compte que l'urgence climatique et aussi l'arrivée de ce narratif de plus en plus prégnant qui est celui du dépassement, de l'overshoot, parce que maintenant on se rend compte que le 1.5,
il est réellement en cours de dépassement. Ce narratif-là, il ouvre vraiment la porte à la géo-ingénierie solaire parce que il met en avant l'urgence, en fait, d'une stabilisation momentanée des températures, le temps que l'extraction du carbone soit mature, parce que c'est ça le principal problème. On a beaucoup reporté les stratégies d'atténuation en comptant sur l'extraction du carbone atmosphérique, sauf que ces technologies ne sont toujours pas matures. Donc on est un nouveau stade de fuite en avant où maintenant on compte sur la modification du bilan radiatif pour nous faire gagner du temps. Oui, c'est le coup de on se jette d'un immeuble et on est en train de coudre notre parachute alors qu'on est en train de tomber, quoi. Exactement. Et donc ça, dans les communautés scientifiques qui travaillent sur la géo-ingénierie, on appelle ça le peak shaving. Donc l'écrêtage du pic, c'est-à-dire que entre maintenant et le moment où nos techniques d'extraction du carbone seront matures, il faut absolument écrêter le pic et baisser les températures. Mais voilà, on n'a aucune certitude scientifique ni sur l'efficacité de la modification du bilan radiatif, ni sur la maturité de l'extraction du dioxyde de carbone. Petite pause avant la prochaine partie, ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci et place à la suite. Disons que on met en place ces fameuses techniques, différentes techniques de géo-ingénierie. Quels sont les besoins pour que ça fonctionne, et quels sont les impacts? Est-ce qu'ils sont déjà modélisés? Est-ce que certains ne sont pas modélisés? Où en sommes-nous sur comprendre, même si un jour on se décide collectivement d'y aller, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on a une idée de ça? En géo-ingénierie solaire? Les deux. Déjà, on peut commencer avec la DAC ou le Direct Air Capture ou alors le BECCS. Oui, le BECCS. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a des impacts et qu'est-ce qu'on a besoin en amont pour que ça fonctionne aussi? Ok, alors l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique, je le maîtrise un peu moins, mais ce que je peux te dire sur le sujet, c'est que actuellement, ce sont des technologies qui sont très loin d'être matures, et je pense notamment à la DAC. La DAC, si tu regardes aujourd'hui les consommations énergétiques et que tu les mets au regard de la quantité de carbone qui est absorbée, en gros, tu émets autant de carbone que tu n'en captures, voire plus. Donc, on est à un niveau de maturité technologique qui rend pour l'instant cette solution absurde parce qu'on est sur une surconsommation de ressources qui ne mène absolument à rien. Il y a effectivement des techniques qui sont un peu plus, qui sont à un stade on va dire, d'avancement un peu plus fort. C'est le cas des BECCS qui, en fait, il y a déjà eu quelques infrastructures pilotes qui ont fonctionné pendant un temps. Mais pareil, ça a pas été très concluant. En fait, la plupart du temps, ça s'est soldé, pareil, par une catastrophe et enfin voilà, ça n'a pas fonctionné. Je dirais que les risques, ils sont beaucoup moins prégnants que ceux de la modification du bilan radiatif. Le principal risque, alors il y a des risques locaux, c'est-à-dire d'accaparement des ressources, que ce soit des ressources hydriques, que ce soit des ressources énergétiques. Certaines techniques d'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique, comme on se le disait, sont fondées sur les sols. Donc reforester, ce genre de choses, ou même les BECCS, ça prend une surface territoriale assez importante. Et donc là, tu vas avoir des risques de compétition pour les sols, mais aussi des risques sur certaines populations locales, autochtones, qui risquent de se voir déposséder de leurs terres, avec en plus des risques d'appropriation. Alors certains auteurs parlent d'appropriation néocoloniale parce que il y a des projets de la part d'États occidentaux d'aller chercher des terres sur des États en développement pour capturer du carbone. Alors voilà, ça c'est les risques, on va dire, socio-environnementaux. Je dirais que le risque principal sur le plan purement politique, c'est le risque dont on se parlait tout à l'heure, c'est celui de l'aléa moral. C'est-à-dire que on pousse avec ces techniques, par exemple, des entreprises à acheter des crédits carbone
plutôt que de faire des politiques d'atténuation pure et dure. C'est le cas de Microsoft, qui a acheté de très nombreux crédits, donc fondés sur la capture carbone, pour réduire le bilan. Et donc ça, on sort complètement du prisme de l'atténuation, et c'est un risque très prégnant. Et c'est, en fait, on peut même dire que la médiatisation et la promotion des techniques d'extraction du carbone ont grandement contribué au retard d'atténuation qui ont été pris les 20 dernières années. À cause de cet aléa moral, et là on a une littérature en sciences sociales assez robuste qui nous montre que on a eu des décideurs politiques qui se sont rués sur cette solution pour ne pas envisager un réel changement de système de consommation, de production, et de s'engager dans une atténuation vraiment pure. Donc ça c'est pour l'extraction du dioxyde de carbone atmosphérique. Sur ce qui est intéressant, c'est que là, la plupart du temps, les risques sont locaux. Le seul cas de figure où on peut avoir des risques un peu plus larges sont les techniques de géo-ingénierie marine, c'est-à-dire toutes les techniques qui visent à augmenter la capacité des océans à capturer du carbone. Et donc là, il y a des risques d'autant plus importants sur la biodiversité, parce qu'on va avoir des projets, par exemple, de fertilisation des océans, donc d'ajout en fait, alors généralement de fer, mais on peut chercher à ajouter d'autres substances aux océans qui vont potentiellement déséquilibrer les communautés les communautés marines, tout le système, on va dire la chaîne alimentaire. Enfin voilà, il y a plein de soucis liés spécifiquement à la géo-ingénierie marine. Et là, on rejoint un peu l'ampleur de risque qu'on peut retrouver dans la modification du bilan radiatif, où là, en fait, la plupart du temps, l'idée, c'est de balancer des substances chimiques. Donc, encore une fois, soit les océans, soit dans les nuages, soit dans l'atmosphère. Et là, on a des risques sanitaires très forts. Par exemple, certaines techniques qui, notamment l'injection d'aérosols dans la stratosphère, on prévoit d'aller mettre du soufre dans la stratosphère avec un risque réel pour la couche d'ozone, un risque de dégradation très fort de la couche d'ozone, mais aussi le risque que le soufre retombe sous forme de pluie acide. Enfin voilà, des choses pas très sympathiques. Et mis à part les risques sanitaires vraiment liés à l'utilisation de ces substances chimiques, il y a aussi un impact très fort sur le régime des précipitations. Parce qu'en fait, quand tu modifies les échanges thermiques, forcément le régime des précipitations qui dépend directement de ça va être changé. Et donc il y a un risque, par exemple, de dérégler totalement la mousson indienne, dont dépendent des milliards de personnes. Donc voilà, il y a ce genre de risque-là. Et peut-être un dernier risque qui est très peu souvent évoqué par les modélisations, parce que ça c'est au cœur même des modélisations, hein, les impacts sur les régimes de précipitation, etc. sont des sujets sur lesquels les modélisateurs ont vraiment à cœur de faire avancer la recherche. La question de la biodiversité, elle est un peu moins traitée dans le secteur de la géo-ingénierie. Et notamment la capacité, par exemple, des écosystèmes à s'adapter à des variations assez rapides des températures, donc selon le type d'intervention qu'on va mettre en œuvre. Là-dedans, évidemment, quand on ouvre cette boîte noire, on se rend compte qu'il y a plein de sujets qui apparaissent, quoi. Tu as parlé de rachat de crédit carbone, c'est une marchandisation de la nature. Tu as parlé de passer de l'un vers l'autre, ça va être une fuite en avant. On parle de mettre du soufre, c'est toujours plus risqué, on sait encore moins. Donc il y a une espèce d'effet cliquet, d'effet de verrouillage également. Et c'est pas juste comment faire pour remettre le changement climatique plus ou moins en contrôle, mais c'est des enjeux anthropologiques, face à la technique, face à la nature, face à plein de choses. Et c'est un peu un des sujets, enfin il y en a plein d'autres, hein, mais qui arrivent à vraiment cocher toutes les cases du système économique actuel versus l'impossibilité de s'adapter au bout d'un moment, quoi. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà fait des parallèles, ou est-ce que dans la littérature, il y a des parallèles avec d'autres cycles planétaires, quoi, l'azote, le phosphore, enfin, est-ce qu'on peut aussi se dire, on a déjà essayé, les gars, ça fonctionne pas, quoi.
Comment ça se passe, toi qui fait des aspects plutôt historiques également de ce ou de sciences des techniques également. Comment tu vois ça? Est-ce que tu puises de la littérature d'autre part? Est-ce qu'il y a moyen de fertiliser des champs qui sont parfois différents? Enfin, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est très intéressant ce que tu disais sur la rationalité économique, et c'est exactement ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la géo-ingénierie, elle parachève en fait un mouvement qui dure maintenant depuis des siècles de rationalisation de la nature, de mise au pas de cette nature et de sa mise au service d'une rationalité économique qu'on impose comme ça à notre environnement. Et il y a vraiment, en fait, depuis l'avènement de la modernité, cette idée qu'il faut, on va dire, apprivoiser la nature et la faire entrer dans les cases de nos sociétés humaines. Et c'est vraiment ça l'enjeu. C'est aujourd'hui, on a non seulement les changements climatiques, mais aussi bien d'autres limites planétaires qui nous montrent une inadéquation réelle entre notre système socio-économique et le système Terre. On n'habite pas le système Terre de la manière dont il faudrait. Et ça menace la durabilité de nos sociétés, et c'est en train tout de même de créer des destructions planétaires, même si on sait que la planète a bien plus de temps devant elle que nous. Et donc en fait, il y a vraiment un dilemme là aujourd'hui, mais qui se pose depuis très longtemps. Et là, on est vraiment face au mur. Est-ce qu'on réadapte notre système socio-économique au système Terre? C'est-à-dire que maintenant on se pose, on arrête cette fuite en avant du marché, cette croissance infinie, et on se dit, en fait, on se rappelle qu'on est conditionné par la planète, ce qui est quand même une connaissance de base qu'on a complètement oubliée dans cette rationalité économique qui est en partie fictive, il faut se le rappeler, ça reste une fiction. Donc, est-ce qu'on se rappelle ce conditionnement planétaire, ou bien est-ce que on décide de pousser plus avant cette rationalisation de notre environnement, et on va aller jusqu'à mettre l'atmosphère sous contrôle pour faire en sorte qu'elle soit adaptée à ce cycle-là de la croissance infinie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas fonctionner parce qu'on en a d'autres, des limites planétaires, qui vont nous rappeler que y a cette inadéquation. Et moi, ce que j'aime bien par rapport à ça, et tu parlais la question justement des réflexions historiques, il y a pas mal de choses qu'on trouve en fait dans les travaux d'historiennes écoféministes, justement qui refont toute l'histoire de cette modernité et qui nous montrent comment à ce moment charnière, à cette transition moderne, on a commencé à voir le scientifique comme une personne qui a servi la nature, et au passage les femmes. On a un homme scientifique qui a servi la nature et les femmes. Et ces réflexions-là écoféministes, elles sont extrêmement intéressantes par rapport à la géo-ingénierie, parce qu'en géo-ingénierie, quand tu regardes le vivier de promoteurs de la géo-ingénierie, il n'y a quasiment aucune femme. On est sur un ratio de 99% d'hommes et 1% de femmes. Et donc il y a des personnes comme Holly Buck, par exemple, qui commencent à appliquer ce prisme-là de l'écoféminisme à la géo-ingénierie en disant... et donc ça rejoint aussi toutes les réflexions sur la pétromasculinité. Le fait que aujourd'hui la manière dont on met en scène la masculinité, elle est aussi très liée au mode de vie carboné. Le viandard, la voiture, le machin, le truc. Voilà, exactement. Et donc c'est très intéressant de voir cette convergence et cette appropriation par certaines chercheuses écoféministes de la géo-ingénierie, où on va dire finalement, mais est-ce que la géo-ingénierie, c'est pas une nouvelle forme d'arrogance viriliste, où on va dire, quand même, on va pas laisser la nature nous dicter la manière dont on doit vivre. Ouais. Donc, on va la faire taire, la soumettre. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on regarde les écrits des grands scientifiques modernes, je pense à Bacon par exemple, dans ses écrits, il y a vraiment soumission de la nature comme on soumet une femme, Et malheureusement, on trouve un imaginaire du viol assez désagréable à
à lire dans des traités scientifiques, quoi. Et bon, je m'éloigne un peu, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment il y a cette idée un peu viriliste de nous on a la technique, on a le feu, on a toutes nos exploits d'ingénierie, et on doit se concentrer sur ça, sur comment est-ce qu'on va toujours apporter une solution qui va nous permettre de préserver cette abondance viriliste. Et il y a aussi plein de travaux sur la culture viriliste dans les milieux d'ingénieurs, notamment aux États-Unis, et ces laboratoires de la Silicon Valley qui nous ont produit cet archétype-là, la géo-ingénierie. Donc ça, c'est des travaux que j'aime bien solliciter. Oui, il y a de plus en plus le long-termisme également aux États-Unis. Enfin, et puis là-dedans, ça me fait beaucoup penser également à Kenneth Boulding. Il parlait de l'économie cow-boy, quoi. Oui, exactement. C'est des nouvelles frontières à venir explorer, des challenges, exploiter, des défis. Voilà. Ouais. Et ça, on le retrouve aussi beaucoup dans la modification de la météo. Alors, je fais un pas de côté, mais par exemple, aujourd'hui, on a une explosion des entreprises de modification de la météo qui te proposent de relever les nouveaux challenges météorologiques. Et donc, ils vont te dire, en utilisant tel ou tel produit, en contrôlant les conditions atmosphériques, on va pouvoir relever ce défi du changement climatique. Et c'est encore une fois de la soumission. C'est jamais cette posture d'humilité et de retrait qui est assimilée aussi dans notre système de genre plutôt à la posture féminine de peut-être qu'on est allé trop loin et peut-être qu'il faut se retirer un peu. Et ça, c'est ce qui est proposé par les réflexions sur la sobriété, sur la décroissance. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu abusé dans notre rationalisation, notre artificialisation de notre environnement, et est-ce qu'il serait pas temps de faire un pas en arrière et de réduire le contrôle, de réduire notre pouvoir en fait sur la nature. Avant de passer sur la prochaine partie, quand tu parlais des travaux écoféministes qui te faisaient penser à ça, tu penses à Caroline Merchant ou tu parles? Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Mais c'est exactement ça. Alors et en plus, elle a beaucoup écrit sur la culture du viol dans les écrits modernes. Et si donc tu veux des travaux qui appliquent ça à la géo-ingénierie, Holly Buck, elle a écrit des textes assez intéressants là-dessus. Ok, génial. On a commencé l'entretien en disant la définition de la géo-ingénierie à 3 piliers. Le premier étant que c'est à l'échelle régionale ou en tout cas à grande échelle. Oui. Avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait que au final, à plus petite échelle, ça existe déjà énormément. Peut-être qu'on l'appelle pas de la géo-ingénierie, mais les techniques restent les mêmes. Oui. Tout à fait. Alors juste un petit point de précision sur la géo-ingénierie. Je disais tout à l'heure grande échelle, mais j'ai oublié de préciser que cette action à grande échelle, elle pouvait se faire de deux manières. Soit par une intervention qui, en un seul coup, aurait un impact à l'échelle atmosphérique, à l'échelle de l'atmosphère globale, pardon. Donc ça, c'est le cas de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, où d'un coup, une fois que tu as répandu les aérosols, normalement, avec la répartition, avec la circulation atmosphérique, tu vas avoir un effet très rapide sur l'ensemble du système. Mais il y a aussi toute une série de techniques de géo-ingénierie qui sont en fait des aménagements locaux. Mais l'idée, c'est de les démultiplier pour qu'à la fin, on ait un effet global. Par exemple, la DAC, une usine ne va pas inverser le processus de changement climatique. Par contre, l'idée, c'est de passer à extrêmement grande échelle, et c'est ça qui rend la chose d'autant plus incertaine. C'est-à-dire que il faut se projeter dans un monde où on arrive à faire tourner, je sais pas combien d'usines de DAC qui seront, qui parsèmeront en fait l'ensemble du globe. Donc il y a ça aussi, il y a cette question de la démultiplication des infrastructures. Et quelque chose qui m'a un peu frappé, toi, tu as fait une thèse sur un sujet que j'ignorais mais complètement. Et je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ignorent également énormément. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'était ta thèse et peut-être qu'on peut broder autour de ça? Le principe même de l'ensemencement a été découvert à la fin des années 40 par les États-Unis. C'est quelque chose aujourd'hui qui est utilisé dans plus d'une cinquantaine d'États dans le monde. 56, 57 États qui font ça soit pour augmenter les chutes de pluie, soit pour diminuer les chutes de grêle. Et donc effectivement, moi j'ai fait ma thèse sur les pratiques françaises. C'est que de la lutte anti-grêle en fait, quasiment.
Et l'idée de ce système-là, c'est que, alors c'est intéressant en France. Alors dans la communauté de la lutte anti-grêle, on parle de compétition bénéfique, et c'est assez intéressant. C'est l'idée que on va rajouter des noyaux, des cristaux de glace en fait dans le nuage, et en rajoutant, en démultipliant en fait le nombre de noyaux, en fait l'eau dans le nuage va se répartir sur un nombre plus grand de noyaux, et donc ils vont être beaucoup plus petits, les cristaux de glace, et ça va mener à des chutes de grêle beaucoup moins destructrices, et peut-être même que parfois les grêlons vont fondre complètement avant de toucher le sol. Donc ça, c'est le principe de compétition bénéfique. Et ce qui est intéressant, et c'est l'un des aspects de ma thèse, c'est que dans cette expression-là, comme dans l'expression d'ensemencement des nuages, il y a un imaginaire très biologique derrière. Donc on va fertiliser les nuages, on va rajouter de la semence dans les nuages pour rendre les cultures elles-mêmes plus fertiles. Et donc il y a ce côté presque intervention biologique, on va aller inséminer des choses. Et donc pareil, c'est toujours des vieux physiciens hommes qui vont voilà, il y a un imaginaire toujours de une nature féminine qu'on va asservir, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal intriguée. Et donc en Europe, c'est généralement de la lutte anti-grêle, mais il y a plein d'États dans le monde qui font ça vraiment pour augmenter les chutes de pluie. Et alors, je te disais que c'était pas orienté vers les changements climatiques, mais plus les changements climatiques se font sentir, plus les investissements sont importants dans ce domaine. Donc, de manière pratique, il se passe quoi en France? Combien d'avions? Enfin, c'est quoi? C'est des avions, il y a une alerte météo, il va y avoir de la grêle, et puis hop, il y a plein d'avions qui balancent des trucs dans les nuages. Qu'est-ce qui se passe? En France, on n'a pas les moyens pour avoir des avions. Okay. Donc, on va avoir des petites cheminées d'1 mètre de haut. C'est des petits brûleurs qui, en fait, ça brûle une solution à base d'acétone. Et c'est cette solution, donc mélangée à de l'iodure d'argent. L'iodure d'argent, c'est l'agent avec lequel on va ensemencer nos nuages. Ça va faire des volutes de produits qui vont monter jusque dans les nuages. Et donc, en France, on a surtout une association qui fait ça, qui s'appelle l'ANELFA, c'est l'Association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques. Donc, voilà, très bon, derrière il y a tout un imaginaire moral qui est hyper intéressant à étudier. Et donc cette association, elle a été créée au début des années 50, parce que dès qu'il y a eu la découverte aux États-Unis, on a un physicien en France qui s'appelait Henri Descences, qui a directement récupéré le procédé et a dit mais en fait c'est ça qu'il nous faut pour la lutte anti-grêle. Parce que c'était déjà un problème vraiment structurant, un fléau atmosphérique. Et donc il récupère ce concept-là, et donc l'idée ça a été très vite. Donc en fait ils proposent de faire un maillage à l'échelle soit d'un département ou d'une région. Donc il y a une petite coopérative locale qui va se créer et qui va adhérer à l'association nationale. Et donc sur l'espace de cette région ou de ce département, tu vas avoir tout un réseau d'agriculteurs qui sont adhérents à l'association et qui, en échange de leur adhésion, récupèrent une petite cheminée qu'ils vont placer sur leur terrain. Et l'idée, c'est d'avoir un générateur comme ça, placé tous les 8 kilomètres. D'accord. Et donc, dès qu'il y a l'alerte Météo France qui dit bon, il y a un orage, vous avez tant de temps pour activer votre générateur, tout le monde active son générateur d'un coup. Et donc, à l'échelle de ton département ou de ta région, tu vas avoir un dôme d'iodure d'argent qui va avoir cet effet qu'il recherche, protecteur, et qui va, en théorie, atténuer les effets de l'orage à grêle. Enfin, c'est assez dingue d'apprendre ça. Enfin, quand on connaît pas du tout, je sais pas si beaucoup de personnes connaissent ça, mais c'est vrai que moi, je suis un peu tombé de ma chaise quand je lisais ça. Il y a des retombées. Et comment c'est réglementé? Est-ce que l'État autorise à cette fameuse association de faire ça de manière libre? Est-ce que c'est réglementé? Comment on réglemente? Est-ce que, disons, le voisin ou la voisine de cet agricultrice, si elle ne veut pas de ça, donc c'est les fameux problèmes de gouvernance qu'on va venir parler aussi à la fin. Mais comment ça se régule tout ça? Alors c'est pas réglementé.
C'est pas réglementé. Non, il n'y a pas de réglementation. En fait, l'État n'est pas impliqué dans ces pratiques. La seule implication un peu indirecte, c'est que généralement les coopératives agricoles localement, elles ont pas beaucoup d'argent et donc elles vont aller demander l'aide du département ou de la région pour financer la lutte anti-grêle. Et c'est comme ça que généralement il y a des financements publics qui sont versés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est présenté, le vocable est extrêmement important. C'est présenté comme de la lutte anti-grêle, pas comme de la modification de la météo. Ouais. Alors, c'est ça dans les faits, ils ne cachent pas ce qu'ils font, mais le vocable a quand même son importance. Et parler de lutte anti-grêle, forcément, ça emporte un peu plus l'adhésion que de parler de manipulation des conditions météorologiques, ce genre de choses. Donc pas de réglementation les agriculteurs qui sont pas d'accord, ils peuvent pas faire grand-chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée des petites controverses socio-environnementales aux échelles locales où on va avoir apparaître des associations qui vont lutter contre l'ensemencement des nuages, qui vont se rassembler, aller manifester contre les agriculteurs qui le font. Et puis il va y avoir aussi des luttes de voisinage. C'est-à-dire que ça arrive surtout lorsqu'il y a des catastrophes météo-climatiques, c'est-à-dire s'il y a une inondation ou au contraire une sécheresse, les agriculteurs voisins de ceux qui font l'ensemencement des nuages vont aller les voir et leur dire c'est votre faute en fait, c'est vous qui déréglez le climat. Donc il y a aussi des controverses liées à la confusion sur les effets que ça peut avoir, qui font que les relations peuvent être extrêmement tendues. Et il arrive aussi que les agriculteurs qui ont ce genre de matériel se le fassent vandaliser. Enfin voilà, c'est vraiment pas accepté localement. Mais en tout cas, il y a aucun recours possible. Et c'est documenté, on connaît bien les effets de ce qui se passe par après. Est-ce qu'il y a une science de l'attribution, si je puis dire, de ça? Quels sont les impacts a posteriori? Est-ce qu'on le connaît un tout petit peu? Pas du tout. Alors, les acteurs de type ANELFA, les personnes qui font de l'ensemencement des nuages, te diraient que c'est bien connu. Moi, je suis un peu plus mitigée là-dessus parce que en fait, il y a pas eu tant de recherches que ça. Et la plupart des recherches qui ont été menées, c'est plutôt des recherches qui ont été menées par des physiciens des nuages qui ont pas forcément, qui ne maîtrisent pas des disciplines plus émergentes comme l'écotoxicologie. On sait aujourd'hui qu'il y a plein d'enjeux, en tout cas qui avaient été complètement évacués par les physiciens. Donc il y a eu, par exemple, une étude récente qui a montré que l'iodure d'argent avait un effet sur l'espérance de vie des micro-organismes dans les sols et dans les eaux. Ça, c'est quelque chose qui est complètement ignoré par les acteurs du milieu. On a aussi des acteurs qui vont dire tant que on reste sous tel seuil quantitatif, les risques sont limités voire inexistants. Et puis pareil, ils sont définis par l'ANELFA encore une fois alors ce sont des seuils qui vont être définis par l'association internationale de modification de la météo, qui est une association qui a été fondée aux États-Unis, et donc il y a des seuils qui ont été fixés par cette association sur la base d'expérimentation ou en tout cas de relevés menés surtout aux États-Unis. Et donc la France se fonde, en tout cas l'association française se fonde sur ces seuils-là. Ce qui est intéressant, c'est que pareil, les savoirs de l'écotoxicologie montrent que tout de même il y a une accumulation dans le temps. Donc même si on a un seuil quantitatif et que les quantités aujourd'hui sont dérisoires, ça ne nous interdit pas de franchir le seuil un jour. Et par ailleurs, il y a l'approche quantitative, elle est un peu datée aujourd'hui parce qu'en écotoxicologie, on nous montre que c'est pas forcément la quantité qui compte, mais que par exemple, s'il y a un risque d'interaction avec d'autres produits chimiques, les effets peuvent être catastrophiques et à très grande échelle, alors même qu'on a une toute petite quantité. Et notamment, je m'étais entretenue avec un chercheur qui m'avait dit que l'iodure d'argent pouvait interagir avec l'antimoine qu'on peut retrouver dans les campagnes. Et donc, il y a plein de risques comme ça liés aux interactions, surtout vu la quantité de produits chimiques qu'on balance vraiment au quotidien dans les milieux ruraux. Et tout ça, c'est encore très peu étudié. Oui, c'est vrai que... c'est un peu une brique comme ça...
Et en effet, les milieux ruraux, il y a les pesticides, il y a ça, il y a tellement de produits chimiques simultanément qu'il serait intéressant quand même de comprendre un peu mieux l'interaction de ces niveaux de toxicologie. Peut-être le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est cette question de gouvernance. Parce que là, on a parlé au niveau local. Bon, il y a une gouvernance entre voisins-voisines. Tu en as parlé un tout petit peu de la Chine, mais de l'Inde également. Comment il y a, enfin, on va en parler un peu des enjeux géostratégiques. Mais cette fameuse boîte de Pandore, c'est aussi, est-ce que si un acteur privé commence à expérimenter de manière un peu en cachette comme ça quelque chose, mais que tout le monde paye les pots cassés, comment on fait exactement? Déjà, c'est le cas pour le changement climatique, c'est les personnes qui ont contribué le moins qui en payent le plus la facture. Est-ce que ça va être exactement la même chose avec la géo-ingénierie? Comment se passe la gouvernance? Est-ce qu'il faut, et peut-être sur une deuxième volet de ça, dans la partie solution, est-ce qu'il faut un moratoire ou comment on fait pour gérer cette question de gouvernance? Alors c'est une question qui est extrêmement compliquée et on a parfois l'impression d'être dans une réelle impasse par rapport à ça. Il y a eu quelques essais de mise en place de gouvernance. Donc on a quelques outils qui peuvent vraiment de manière très partielle nous aider, mais vraiment ça reste très limité. On a une convention qui date de 1976 qui prohibe les techniques de modification de l'environnement, mais uniquement quand elles sont déployées à des fins hostiles ou militaires. Et d'ailleurs, c'est une convention qui a été signée à la suite des dérives militaires des années 60-70. Donc, on a signé cette convention pour en l'occurrence la France ne l'a pas signé pour préserver son programme nucléaire, mais en tout cas il y a aujourd'hui 77 États qui l'ont signé et donc qui se sont engagés à ne pas modifier l'environnement, en tout cas dans le cadre d'affrontements géostratégiques. Ensuite, il y a eu quelques tentatives, soit de moratoire, soit d'encadrement. Donc on a une tentative dans le protocole de Londres, une tentative dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, mais ça reste très parcellaire et généralement on n'a pas d'engagement assez large d'un nombre assez conséquent d'États pour que ça puisse entrer en jeu. Donc le problème principal, c'est que là on est face à, alors vraiment en ce qui concerne la géo-ingénierie, je parle plus trop de modification de la météo, on est face à des techniques qui pour la plupart sont par nature vont par nature avoir des effets transfrontaliers à l'échelle vraiment planétaire. Et on n'a absolument aucun outil pour les encadrer. Ce qui rend la chose d'autant plus difficile, c'est qu'on a une communauté internationale qui est extrêmement polarisée sur le sujet. On a une Union européenne qui n'a pas envie de voir advenir la géo-ingénierie solaire. Alors autant la capture du carbone c'est pratique, donc on aime bien en Union européenne. Par contre la géo-ingénierie solaire, on n'a pas du tout envie de ça. On a des États-Unis qui sont extrêmement favorables et qui sont des promoteurs actifs en la matière. On a en Chine une puissance qui n'aime pas trop la géo-ingénierie à l'échelle planétaire, mais aime bien la géo-ingénierie plus locale pour préserver les glaciers, ce genre de choses. Et puis on a des États, pas mal d'États africains, d'États en développement qui vont dire on ne veut surtout pas de ça. On paye déjà assez, voilà. On n'a pas en plus envie de se reprendre dans la figure les effets des petites expérimentations des occidentaux, parce que la géo-ingénierie, ça reste perçu comme une nouvelle lubie technosolutionniste de l'Occident. Donc, il y a eu à 2 reprises des propositions de discussion, de concertation sur le sujet lors des assemblées générales des Nations Unies pour l'environnement. Donc il y a eu une fois une proposition suisse en 2019 et une deuxième fois une proposition de la Suisse en 2024. Donc soit pour mettre en place un conseil scientifique qui pourrait réfléchir un peu aux effets de ces techniques-là, enclencher de premières tentatives de discussion et pour venir à une gouvernance, mais ça a été bloqué les 2 fois.
Donc la première fois plutôt par des puissances très favorables à la géo-ingénierie. Donc il y avait les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Brésil. Surprenant, qui ne voulait absolument pas. C'est plutôt avec la biomasse, quoi, j'imagine. Entre autres, mais l'idée c'était en fait surtout de ne pas avoir de tentative d'encadrement de la géo-ingénierie solaire, parce que ça allait en fait les contraindre dans cette solution possible au changement climatique. Et puis la deuxième fois, ça a été au contraire freiné par des États qui étaient qui avaient plutôt peur en fait que des discussions internationales sur le sujet légitimes et nous emmènent dans une fuite en avant. Donc c'est aussi intéressant de voir les frictions par rapport à ça. Bon, dans tous les cas, on a une communauté extrêmement divisée, et pour aller un peu plus vite à mon point, c'est que il est absolument impossible qu'on mette l'ensemble de la communauté internationale d'accord sur ce sujet. Et donc on a un processus démocratique et consensuel où tout le monde se mettrait d'accord sur le fait d'utiliser une technique de géo-ingénierie, la nature propre de la technique. Est-ce qu'on va faire de l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Est-ce qu'on va toucher aux nuages? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va le faire? Quelle quantité de substances on va utiliser? Quel est notre objectif? Est-ce qu'on veut contenir le réchauffement à plus de degrés? Est-ce qu'on veut le contenir à plus 1,5? Est-ce qu'on veut aller encore plus bas? Les intérêts des États sont pas forcément les mêmes autour de ça. Quels équipements on va utiliser? Qui va le faire? À quelle fréquence? Enfin, il y a une telle quantité de questions potentiellement controversées. C'est en fait absolument impossible de faire advenir la géo-ingénierie autrement que par une action en quelque sorte unilatérale par soit un État, soit un groupe d'États, mais qui vont forcément ignorer les intérêts des autres. Ok, donc c'est un peu le Far West, entre guillemets. Tout à fait. Ouais. Peut-être pour finir, toi, quels sont les sujets qui te paraissent les plus importants à rechercher encore, que ce soit mal exploré ou que ce soit pour mettre en avant ce débat démocratique autour de la question? Qu'est-ce qui te paraît le plus important, ou ce que tu te prépares à rechercher prochainement, quoi? Alors il y a plusieurs choses. Effectivement, on est encore à un niveau de connaissance extrêmement faible des risques physiques. Je t'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres qui ont été évoqués dans certains travaux de recherche, mais on est très peu avancé et on peut encore aller assez loin sans faire d'expérimentation de terrain. Rien qu'en faisant tourner des modèles climatiques, on peut quand même aller assez loin dans les connaissances. Il y a un point qui est assez intéressant pour l'instant et qu'il faut qu'on développe, c'est que on a généralement des modélisations qui sont mises en œuvre par donc des physiciens de l'atmosphère, mais qui généralement partent du principe que on va avoir parce qu'en fait pour tester les effets d'une technique de géo-ingénierie, ils vont en fait tout bêtement réduire le rayonnement solaire pour voir ce qui se passe un peu partout. Et généralement, les conditions de déploiement de la géo-ingénierie sont complètement évacuées. C'est forcément, ça sous-entend un déploiement coordonné, pacifié, dans un monde stable. Et ce qui doit réellement être investi, c'est de rechercher, de faire de la recherche sur les effets de la géo-ingénierie dans le cas où elle est développée dans un monde qui est chaotique, ce qui est malheureusement le cas aujourd'hui. Et donc il y a ce besoin de renforcer la collaboration entre les sciences sociales et les sciences atmosphériques, et notamment les relations internationales, la géopolitique et les sciences atmosphériques, pour aboutir à des scénarios de déploiement de la géo-ingénierie qui sont un peu plus réalistes et moins idéalisés. Et ça, c'est un gros enjeu pour la recherche aujourd'hui. Et on essaye en France en tout cas de créer des synergies et de travailler ensemble avec les modélisateurs pour créer vraiment des trajectoires réalistes et pour qu'on puisse se préparer à un déploiement de géo-ingénierie dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde où potentiellement les États-Unis vont faire ça tout seuls dans leur coin,
la Chine va pas être contente et va rajouter une couche de produits pour annuler la première. Enfin, ça c'est un vrai sujet de recherche en sciences, en relations internationales. C'est l'hypothèse de la contre-géo-ingénierie. C'est-à-dire, il y a une première puissance qui le fait et l'autre puissance va qui forcément n'est pas d'accord parce que ça induit une réelle dépendance technologique. Une fois que un État a mis entre guillemets la planète sous respirateur artificiel, on peut plus rien lui faire. C'est même une forme de dissuasion parce que si on touche à sa domination technologique, cette puissance peut à tout moment dire j'éteins le bouton et puis la hausse de température que j'ai masquée pendant tant d'années, vous allez vous la reprendre dans la figure en très peu de temps. Et ça, c'est le risque du choc terminal. C'est un peu terrifiant comme perspective, mais ça peut devenir une réelle menace, un levier géopolitique. Donc, au moment même où ce système est déployé, on peut avoir dans l'immédiat une intervention d'une autre puissance, soit pour faire retomber les particules qui ont été mises dans la stratosphère, soit pour annuler leurs effets. Donc, on irait mettre des particules réchauffantes pour compenser les effets de particules refroidissantes. Donc voilà, il y a ce genre de trajectoire. Pour l'instant, c'est pas étudié par les sciences atmosphériques qui s'engagent toujours sur des trajectoires idéalisées où tout va bien en fait. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut vraiment qu'on pousse la recherche vers des collaborations plus interdisciplinaires et réalistes. Donc ça, ce serait vraiment le premier point. Après, par rapport au débat public, il faut absolument qu'on en parle et qu'on fasse de ce débat un débat un peu plus inclusif pour ne pas se retrouver avec des prises de décision technocratiques qui vont être en plus mises en œuvre dans l'urgence. Donc voilà, il y a vraiment le besoin de créer des espaces de débat qui soient démocratiques, qui puissent être aménagés par un régime de factualité, mais il faut qu'on puisse en parler ensemble. Ouais. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu de la théorie des jeux avec les sciences atmosphériques ou quelque chose comme ça, à très grande échelle, très complexe, etc., etc. Pour finir, je demande souvent un livre, un film ou quelque chose. Bon, évidemment, dans cette question-là, il y a quand même beaucoup de science-fiction. Il y a eu dans la série Extrapolation, il y a eu Snowpiercer, enfin Transperce-Neige, je pense en français. Enfin, il y a pas mal de livres. Est-ce que toi, il y a quelque chose, tu as parlé de Caroline Merchant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre en avant pour continuer, pas forcément la géo-ingénierie, peut-être la domination de la nature, enfin, sur tous les sujets qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommandes à chaque fois à une collègue, un collègue Alors sur la géo-ingénierie spécifiquement, ce que je trouve intéressant, c'est le bouquin de Kim Stanley Robinson, Le ministère du futur. Parce que c'est un livre assez étrange parce que il est scientifiquement extrêmement intéressant et il est sur le plan moral très modéré et il arrive à nous mettre sur une trajectoire où on trouve finalement la géo-ingénierie presque rassurante. Alors il y a les effets pervers qui sont un peu montrés, mais on nous décrit vraiment la trajectoire de pensée qui nous mène à nous dire mais en fait c'est la seule solution qui nous reste. On va peut-être plus avoir le choix. Et je trouve que cet exercice-là de pensée, il est assez intéressant parce que, bon, d'une part, certaines personnes le condamnent ont tendance à dire qu'il participe de la normalisation de la géo-ingénierie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il représente un cheminement de pensée qui est croissant dans les communautés scientifiques. Et c'est ce que tu disais au tout début en introduction. Auparavant, on se disait c'est un truc d'apprenti sorcier. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques sont tellement désespérés en fait par Crutzen, Nobel de chimie, quoi. Oui. Oui, exactement. Qui est une grande figure à la base de la protection de l'environnement et qui a fini par dire mais on va plus avoir le choix. Et je trouve que ça c'est intéressant. Alors je dis pas que c'est forcément le positionnement politique qu'on doit avoir. Mais je pense que c'est un livre extrêmement intéressant pour se rendre compte du cheminement qui est en train de s'opérer au sein d'une partie de la communauté scientifique et pour vraiment montrer non, la géo-ingénierie c'est plus un projet de savant fou, c'est quelque chose qui de jour en jour devient de plus en plus acceptable et envisageable parce qu'on a un échec des politiques climatiques.
Alors peut-être que la conclusion ce sera plutôt de s'engager d'autant plus dans ces politiques climatiques et de prôner des choses qu'on sait faire, parce que la géo-ingénierie ça reste incertain. Par contre, on sait faire de l'atténuation, on saurait très bien faire de la sobriété aussi. Donc peut-être que c'est ça la conclusion, mais en tout cas c'est un livre très intéressant pour cette raison. Merci Marine. Merci à toi. Et un grand merci à vous aussi. On a parlé un tout petit peu de géo-ingénierie avec Valérie Masson-Delmotte. On en a parlé un peu avec Daniel Tagnereau également. Je vais mettre les épisodes en description. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.